Amazone. Acte 1, scène 1, Belgique. Une nuit, dans une grange à la campagne, Judith est avec une trentaine de participants. Je suis couchée sur un matelas. J'ai dans la main une pierre bleue et une petite pipe en bois. Je porte ma tunique en laine acajou. Mon intention pour cette première nuit d'ayahuasca est d'accueillir le printemps. Nous buvons la préparation de feuilles et de lianes qui nous vient d'Amazonie. Et, au bout d'une demi-heure environ, je ressens les premiers effets de nausée. Quelque chose de reptilien à l'intérieur de mon ventre cherche à grandir, à s'expandre. J'ai l'impression de chevaucher une bête énorme et je dois me mettre à son service si je veux survivre, passer la nuit. Au fur et à mesure, les sensations deviennent plus fortes. Je suis très attirée par les couleurs chatoyantes et les sons qui brillent comme des lucioles. J'ai terriblement envie de me mouvoir, de danser, de jouer comme une enfant. Mais je ne peux pas me lever. Je suis terrassée au sol, en position de dévotion. Une voix interne me dit « Écoute, ne fais rien. » Qui me parle? D'où vient cette voix? À chaque geste que je souhaite faire, j'entends « Non, écoute d'abord. » J'entends des gens vomir dans la pièce. J'arrive finalement à me mettre sur le dos. Mon souffle devient sonore. Certaines personnes pensent que j'ai un orgasme, mais je suis juste en train de laisser le serpent ouvrir mes viscères et mes voies respiratoires, prendre place à l'intérieur de mon ventre. Soudain, il découvre ma blessure et s'y engouffre. Un sentiment de gratitude énorme m'envahit. Je suis bouleversée. Je sais que je veux rencontrer à nouveau cette plante, mais pas ici, en Europe. Je veux aller la rencontrer là-bas, chez elle, sur son territoire. Acte 2, scène 1, Amérique du Sud. Judith est dans l'avion et fait un cauchemar. Dans son rêve, elle porte une chemise d'hôpital. Une infirmière vient vérifier que tout va bien. Ça y est, vous êtes réveillé? Je vous ai apporté un peu d'eau. L'opération s'est très bien passée. Est-ce que je peux la voir? Je suis désolée, ça n'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais me renseigner auprès du chef de service. Je peux déjà récupérer ceci? Merci. L'infirmière prend la chemise d'hôpital et la serviette hygiénique souillée et sort. Judith est dans l'avion. Une hôtesse de l'air passe. Elle prend le verre en plastique posé sur la tablette. Alors, qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous demande pardon? Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais le jeter à la poubelle. Ça va, mademoiselle? Oui, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. On atterrit bientôt? Dans 1 heure environ. Acte 2, scène 2. Dans l'avion, la bonne sœur et Judith sont assises l'une à côté de l'autre. La bonne sœur tisse une mochila. Chers voyageurs, nous allons traverser une zone de turbulence. Veuillez accrocher vos ceintures de sécurité et redresser vos sièges.
Nous vous conseillons également d'enlever les bandeaux que vous avez sur les yeux afin de profiter pleinement de la vue sur la cordillère des Andes et de l'arrivée à San Juan de Pasto qui est plutôt spectaculaire. Señoras y señores viajeros, vamos a pasar una zona de turbulencia. Les agradecemos cerrar su cinturón de seguridad y enderezar su silla. Los invitamos a quitarse la banda de sus ojos para disfrutar de la vista sobre la cordillera y de la llegada a San Juan de Pasto que es muy espectacular. Tisser me déstresse. J'angoisse toujours sur ce vol. Ah oui, j'ai entendu dire que son atterrissage est l'un des plus difficiles au monde. Le pilote doit souvent s'y prendre à 2 fois. Quand l'avion arrive à Pasto, il se fraye un chemin entre les 2 parois de la montagne, se met sur un côté, une aile dirigée vers les cieux et l'autre vers le sol. Puis il se redresse pour atterrir sur un plateau à 2500 mètres d'altitude. J'ai un mauvais pressentiment. Avant le décollage, j'ai envoyé des messages à toute ma famille pour leur dire un par un que je les aimais. Où est-ce que vous avez appris à tisser des mochilas? En mission, ce sont les indigènes Kogi qui me l'ont appris. Les mochilas représentent l'utérus de la femme. Elles l'offrent à l'homme avec lequel elles veulent faire des enfants. Enfin, moi, c'est plutôt pour me détendre, hein. Vous allez où? Je ne sais pas. Je vais faire confiance à mon intuition. Je suis là pour assister à des cérémonies de médecine traditionnelle. Pourquoi s'intéresser à ces pratiques païennes? Croyez-moi, il y a déjà assez de larmes dans cette vallée. Et de sang. Ici aussi, beaucoup d'Indiens ont été massacrés, n'est-ce pas? Oui, c'est une région très catholique maintenant. D'ailleurs, ce soir, au théâtre Alep, il y a une représentation sur les femmes de la Bible. Si votre intuition est d'accord, vous pourriez venir avec nous. Pourquoi pas? Je suis les signes qui sont liés au serpent. Et il est très présent dans la Bible, n'est-ce pas? Oui, la Vierge écrase le reptile rampant et de Marie-Madeleine, on dit que Jésus chassa 7 démons qui ressemblaient à des serpents. Et puis, bien sûr, il y a Ève qui succombe au serpent. Genèse 3, verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as séduit la femme, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Marie-Madeleine, c'est la prostituée? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 7. Oui, c'est la pécheresse repentie, la disciple, voire l'amante du Christ selon certains. Elle avait de longs cheveux avec lesquels elle séchait les pieds de Jésus qu'elle avait lavés de ses larmes. Elle fut la première à le voir après sa mort. L'hôtesse de l'air les interrompt et vient vérifier les ceintures de sécurité de façon intrusive. Oh là là, on arrive à Pasto, accrochez-vous. Ça y est, on entame la descente. Bienvenue en Locombi. En Locombi? Si, Locombi, hein, todos locos, le pays des fous. Regardez, le volcan Galera. Il entre très fréquemment en éruption. Quelle puissance! Tenez, prenez cette mochila. Elle vous portera chance. Acte 2, scène 3. Judith accompagne la bonne sœur et un groupe de religieuses à la pièce de théâtre. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ante clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, a nos converte.
Acte 2, scène 4. Judith rencontre une des comédiennes après la pièce. Waouh, quel spectacle incroyable! Ce passage des femmes catholiques vers la femme sauvage, j'ai adoré. Et vos métamorphoses en gorgone, méduse, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Merci, c'est marrant que vous ayez vu ça, mais nous on essaie plutôt de confronter ces figures bibliques avec nos archétypes locaux. Batchwe, la déesse Muisca qui créa le monde avant de se transformer en serpent. Ça m'a bouleversée. Je vous ai vu avec le groupe de religieuses. Vous aviez l'air en transe pendant la représentation. Dites, je me demandais, est-ce que vous avez entendu parler des cérémonies de médecine traditionnelle qu'ils organisent à la Laguna de la Cocha? J'aimerais beaucoup y participer. Bien sûr, j'y vais parfois avec mes enfants. Avec vos enfants? Oui, l'ambiance est très familiale là-bas. Et ce sont des chamans indigènes qui y chantent? Non, plutôt des mestizos, des métis, d'espagnols et d'indigènes. La plupart des ethnies aborigènes ont été décimées ou expulsées par ici. Si vous voulez entendre des chants indigènes, il faut descendre vers l'Amazonie. Ce samedi, il y a une cérémonie pour la pleine lune à la Laguna de la Cocha. Moi, je ne pourrai pas y aller parce que je joue, mais je peux vous mettre en contact avec un ami qui y va. Ah, j'aimerais beaucoup. Mais n'oubliez pas de jeûner. Il faut y aller le ventre vide. Oui, je sais. J'en ai déjà pris une fois en Europe. Ah bon? Mais vous avez des chamans là-bas. Oui. Et la liane, elle pousse chez vous? Ben non, mais il importe. Enfin, c'est illégal. C'est très important de pratiquer avec un vrai chaman. À la Laguna de la Cocha, vous ne courez aucun risque. Vous pouvez avoir confiance. Merci beaucoup. C'est ce que je cherchais. Acte 2, scène 5. Judith marche dans la campagne avec un participant. Il fait nuit. En chemin vers la cérémonie de la Laguna de la Cocha, Judith vomit. Ça va mieux? Désolée, j'ai conduit vite à cause du retard et la route est sinueuse. Oui, ça va, merci. C'est parce que je suis à jeun depuis ce matin. Elle est terrible, cette diète. Mais je l'ai bien respectée cette fois. À part l'abstinence sexuelle, il y a 2 jours, j'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez peur des esprits? Votre nausée est peut-être due au stress. Il y en a beaucoup dans cette région. Je crois que je ne crois pas aux fantômes. Vous avez tort. En tout cas, s'ils existent, je suis sûre qu'ils sont très gentils et qu'ils me voudront aucun mal. Ça dépend lesquels. Moi, je viens ici pour parler avec mon ex. Mais j'espère ne pas croiser un mauvais esprit en chemin. Enfin, esprit. Si on traduit le mot indigène, on devrait plutôt dire des essences animées ou ceux qui sont cachés. Pourquoi tu viens? Tu es malade? À part le fait de vivre dans un monde moderne, je ne suis pas vraiment malade. Mais je dois me remettre d'une opération. Et puis, je voudrais rencontrer le serpent une nouvelle fois. Donc tu as déjà rencontré des esprits? On dit que le serpent est la mère de la plante, l'esprit de l'ayahuasca. Je l'ai juste senti dans mon ventre. Il faut être prêt pour le voir et entendre sa voix. Il y a l'air d'avoir du monde. Vous croyez qu'ils ont déjà commencé? Oui, ils finissent juste de boire la médecine. Bon voyage? Bon voyage. Acte 2, scène 6. Deuxième cérémonie d'ayahuasca. Je suis en Colombie, à la Laguna de la Cocha. On me désigne une place à côté d'un groupe d'anciens assis sur des chaises en plastique. Je suis la seule étrangère. On m'accompagne jusqu'au chaman pour boire la préparation. J'attends. Je suis remplie d'excitation et d'attente.
j'ai un peu peur aussi. Depuis, j'ai entendu beaucoup de choses sur l'ayahuasca et je redoute le bad trip. Au bout d'une heure, je commence à voir des flashs de lumière et je ressens les premiers effets de nausée. C'est très fort, trop fort. Je vais dans le jardin et je vomis. Plus tard, je suis couchée près du feu, dans mon sac de couchage. Quand le chaman chante, c'est une libération. Je peux me laisser porter par la musique. Quand il s'arrête, c'est plus compliqué. Les nausées reprennent. Je m'accroche à ce que je peux, au feu. Je commence à distinguer quelque chose dans les flammes. Un énorme anaconda me regarde. Je cligne des yeux, mais il est toujours là quand je les ouvre. Il me montre l'intérieur de sa bouche et déroule sa langue. Un petit squelette s'y tient, recroquevillé. Autour, des paysages mouillés de larmes. Toute la vallée est une grand-mère qui pleure. Je refuse cette vision douloureuse. Le serpent me chuchote. Tu dois accepter de lâcher prise. J'oquette une nouvelle nausée. L'anaconda s'approche lentement de moi, puis disparaît. Je veux rencontrer la forêt d'où provient cette plante, entendre les chants des peuples natifs qui accompagnent ces cérémonies depuis des générations. Il faut que j'aille plus loin que cette région catholique. Le serpent m'appelle. Je pars en Amazonie. Acte 3, scène 1. Dans une gare routière, à une table de restaurant, Judith parle avec un passager du car. Il mange des empanadas. Et c'est ainsi que le monde fut débarrassé d'un des plus terribles monstres qu'il ait engendré. Méduse, femme serpent, sœur mortelle des 3 gorgones. Athéna récupéra la tête décapitée aux cheveux de serpent et en orna son bouclier, afin de pétrifier ceux qui s'opposaient à elle. Quiconque croisait le regard de Méduse était changé en pierre. Dans la version d'Homère, Méduse a été violée par le dieu Poséidon, et pour la punir, Athéna, la déesse de la raison, la transforme en monstre. Méduse a violé Poséidon. Non, c'est Poséidon qui viole Méduse, mais c'est Méduse qu'on punit. Dans la version d'Hésiode, qui est plus ancienne, il n'y a pas d'histoire de punition. Les 3 sœurs sont nées sous cette forme de divinité marine. Elles viennent de Libye, comme les Amazones. Il paraît qu'on a retrouvé des tombes de femmes guerrières jusqu'au Kazakhstan et en Russie. Mais à la base, les Amazones, elles venaient d'Asie centrale. C'est l'actuel Irak et Iran. Waouh, il y en avait partout. Tu sais que quand les explorateurs portugais et espagnols envahissent la forêt équatoriale, ils y découvrent des tribus de femmes guerrières, protégeant leur territoire et se battant aussi farouchement que des hommes, et ils sont certains d'y trouver les Amazones dont tu parles. D'où le nom Amazonie. Bien sûr, tout se recoupe. Et ce fleuve qui est comme un énorme serpent. Oui, le serpent est vénéré chez nous, contrairement à vos mythes, où il est diabolisé. C'est encore aujourd'hui un prétexte des Blancs pour évangéliser les populations locales. Dis donc, tu as bon appétit. J'ai pas beaucoup mangé ces derniers temps. Je me rattrape. Et ces empanadas sont tellement bons. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que j'ai le ventre trop gonflé. Il faut pas culpabiliser, c'est pas ta faute. Pendant la colonisation, certaines femmes indigènes avaient tellement peur de se faire voler leurs enfants par les Blancs qui en faisaient leurs esclaves, que lorsqu'elles se découvraient enceintes, pour avorter, elles demandaient à leur mari de leur écraser le ventre. Je crois que le car repart. On devrait embarquer. Et dans vos livres d'histoire, vous dites que les Indiens mouraient de la grippe, mais personne ne précise que les colons suspendaient des vêtements contaminés par le virus à l'entrée de nos villages.
Et après on dit que c'est vous les sauvages et nous les êtres de raison. Oui, les maîtres et possesseurs de la nature veulent toujours nous éduquer. Une fois arrivé à Pucallpa, on sera vraiment en Amazonie? Pucallpa est la dernière grande ville à la lisière de la forêt. Acte 3, scène 2. Au bord de la piscine d'un hôtel de Pucallpa, Judith et un philosophe, anthropologue, neurologue discutent sur des transats, pisco sour en main. Une des grandes différences entre ces deux catégories d'hallucinogènes, c'est que quand tu prends un sérotoninergique, un psychédélique, LSD, champignons, ayahuasca, il se peut que tu aies des hallucinations, que tu vois des choses, mais il est très rare que tu ne puisses pas discriminer entre cette hallucination et le monde ordinaire qui t'entoure. C'est pour ça qu'on est capable de distinguer les matelas sur lesquels on est couché, les gens autour de nous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces hallucinations semblent irréelles. On garde une lucidité, mais c'est comme si c'était une réalité parallèle. En ce sens, ça n'est pas du tout un délire. Alors que sous anticholinergiques, datura, brugmansia, mandragore, belladone, les hallucinations que tu as, tu les prends vraiment au pied de la lettre, systématiquement. Et donc, là, il y a vraiment cet aspect délirant parce que tu n'arrives pas à faire la différence entre le monde ordinaire et les hallucinations. Tu ne vas pas avoir des visions d'anges ou des visions de créatures extraordinaires. Tu vas avoir des hallucinations très réalistes, de personnes, d'animaux, d'objets. Et le plus souvent, tu oublies même que tu as pris une substance. C'est comme dans un rêve. Si tu vois quelqu'un voler dans le ciel, si tu rencontres un monstre ou des choses qui ne peuvent pas se produire dans la réalité, tu n'arrives pas à détecter cet événement comme incongru. Tu le prends au pied de la lettre. Et si tu te trouves en haut d'une falaise, tu ne vas pas oser sauter parce que tu prends cette falaise pour réel. Et le danger impliqué est réel. Lors du rêve lucide, au contraire, tu sais que tu es en train de rêver. Et donc, tout ce que tu dis est pris avec une forme de détachement, de distance. Tout est pris comme fictif. Si tu te trouves en haut d'une falaise et que tu as envie de sauter, il se peut tout à fait que tu sautes puisque c'est comme un jeu. C'est comme une fiction. Alors, d'un point de vue neurobiologique, cette différence que l'on trouve entre le rêve lucide et le rêve non lucide, elle consiste essentiellement dans le fait qu'il y a un certain nombre d'aires préfrontales à l'avant du cerveau qui jouent un rôle critique dans la détection des anomalies et qui, dans le rêve lucide, sont activées. Et dans le rêve non lucide, sont désactivées. Ça dépend de l'activation ou pas de ces aires préfrontales et notamment du cortex préfrontal dorsolatéral. Après, il y a autre chose qui va contribuer au sens de réalité. C'est la charge affective des visions qu'on a. Ce que montrent les neuroscientifiques, c'est que les champignons psibolicides, ou l'ayahuasca, vont en quelque sorte exagérer les valences des choses qui sont vues. Elles vont être soit extrêmement agréables, soit extrêmement désagréables. L'activité de l'amygdale en est en partie responsable au niveau limbique. Il y a une activité bien plus élevée que d'ordinaire. En ce sens, c'est un peu le miroir inverse de la déréalisation. Donc je résume. En temps normal, on a un certain relief affectif. Dans la déréalisation, ce relief affectif se trouve comme aplani. Et sous psychédélique, il est exacerbé. Des moments d'extase ou des visions dangereuses, inquiétantes. J'ai hâte de rencontrer tes chamans, Arnaud. On passe chez Maestra Célestina demain, puis si le courant passe bien entre vous, on ira voir le lieu de la cérémonie, puis on fixera une date. Ok. Mais on commande un dernier pisco sour avant de se mettre à la diète. Et donc, en résumé, si dans une vision d'ayahuasca, je me retrouve au bord d'une falaise, tu me conseilles de plonger? Oui, vas-y les yeux fermés. Et tu peux même faire un double salto arrière. Attends, je te montre. Il saute dans la piscine en faisant n'importe quoi. Acte 3, scène 3. Dans le bidonville de Yarinacocha, la chamane, Maestra Celestina, montre à Judith les robes qu'elle a tissées. Ce sont les robes traditionnelles de l'artisanat Shipibo. Celle-là représente une de mes premières visions sous ayahuasca. À l'époque, je ne voyais pas comme je vois maintenant. J'aimerais beaucoup porter celle-là pour la cérémonie de vendredi. Double et entrelacée comme son chant.
C'est votre père qui vous a transmis le don d'être chaman? Qui veut peut être chaman. Il suffit de suivre l'enseignement. Et qui vous a enseigné? La plante, Et les mélodies? la plante, Et les soins? la plante. Maestra Celestina, vous connaîtriez un hôtel un peu moins cher à Yarinacocha? Je ne suis pas habituée à tant de luxe. Vous pouvez rester dormir chez moi si vous vous sentez plus à l'aise dans un bidonville. Mais vos 11 enfants et 25 petits-enfants vivent encore chez vous, je ne veux pas déranger. Mais non, il n'y aura personne, à part mon fils, ma belle-fille et leur bébé. Comme ça, vous m'apprendrez à tisser vos mochilas. Ma fille aussi prépare la venue d'un enfant. Mais je ne suis pas enceinte. Non, mais vous venez ici pour soigner votre matrice. Ben, c'est très gentil à vous de m'accueillir, merci. Je vais chercher mes affaires. Je peux en profiter pour emmener quelques-uns de vos petits-enfants à la piscine de l'hôtel? Acte 3, scène 4. Pendant que les petits-enfants de la chamane jouent dans la piscine, Judith discute avec un client de l'hôtel, le Tech. J'ai passé 3 jours de cérémonie. Je retourne au siège de Google en hélico dès demain. J'ai une réunion importante et je repars le week-end prochain au festival Burning Man. Tu veux venir avec moi? Ah merci, mais j'ai prévu d'assister à une cérémonie ici vendredi. J'ai envie d'aller dans la forêt, mais je dois être sûre des gens qui m'accompagnent. Et j'ai un bon feeling avec ces chamans. Je verrai ce que la plante me dit. Ah ouais, les miens étaient dingues aussi. J'ai jamais autant tripé de ma vie. Je me suis transformée en jaguar. J'ai traversé la terre et revu mes ancêtres. J'ai compris que nous étions tous hyper connectés les uns aux autres et que grâce à Google, nous concrétisions ces liens, tu comprends? Tout ce que je fais a un impact sur ce monde et je dois le faire bien. J'ai reversé direct de l'argent à une ONG pour les enfants atteints de la sclérose en plaques. C'est un ami qui bosse chez Facebook qui l'a créé. Mais je pense aussi me mettre plus au yoga. Je vais booker une retraite en Inde. Allez, c'est Vinci pour tout le monde! Venez les enfants! C'est la première fois qu'elle se baigne dans une piscine. Elle a peur de s'éloigner du bord, je vais la chercher. Acte 3, scène 5. Troisième cérémonie d'ayahuasca. Je suis dans la banlieue de Pucallpa, une ville du Pérou, à la lisière de la forêt amazonienne. La lumière des bougies éclaire la petite maloca en bois, une construction circulaire dédiée aux cérémonies. À travers les fenêtres en moustiquaire, on voit la nuit bleue et les ombres des arbres, manguiers, bananiers. J'ai mis les photos de mes grands-parents devant moi. Je n'ai pas peur, je suis tranquille. À ma droite, Arnaud, un philosophe, anthropologue, neurologue, grâce à qui je suis là. Assis sur le sol, en face de nous, 4 chamans indigènes Shipibo. 3 hommes et une femme, Maestra Celestina. Nous buvons la préparation. Maestro Roberto éteint la bougie et nous attendons en silence, dans le noir, que la plante nous ouvre son monde. Petit à petit, l'espace se transforme. Je vois des serpents partout, au plafond, au sol, des serpents multicolores dans l'obscurité. Je sens bouger quelque chose sur moi, autour de mon cou. Je sursaute, puis j'accepte de me laisser envahir par quelque chose de vivant qui se meut sur mon corps. La caresse du serpent. Je me mets sur le côté. Un énorme éléphant me regarde, couché lui aussi sur le flanc. Les chants des chamans deviennent plus précis, plus nets. Je sens qu'ils entrent dans mon corps par ma bouche grande ouverte. La voix de la chamane pénètre jusqu'au fond de mes entrailles.
Quand j'ouvre les yeux, je la découvre juste au-dessus de moi. Elle souffle de la fumée de mapacho sur mon ventre. Puis, sa voix masse mon cœur et toute la région de mon plexus solaire. Ils savent exactement ce qu'ils font. La plante sait, il n'y a rien à faire, juste à recevoir. Ils chantent des Icaros en shipibo, et chaque mot me semble clair, limpide, évident. Les sonorités dissonantes m'emmènent dans des recoins inconnus et inexplorés jusque-là. Mon être entier vibre à l'unisson avec cet espace, comme si nous faisions partie d'une danse commune. Une joie immense m'envahit. J'ai trouvé mes chamans et je vais les suivre loin de la ville, au cœur de la forêt. Acte 4, scène 1. Au cœur de la forêt. Maestro Roberto et Judith sont dans le bateau à moteur. J'avais posé la robe de Maestra Celestina devant moi pour la regarder. Et j'ai senti le collier offert par son fils se transformer. Il me disait « Laisse-toi toucher par le serpent ». C'était très fort. J'ai décidé dès le lendemain d'aller plus loin dans le processus d'apprentissage avec vous. Mais Maestra Celestina ne devait-elle pas venir ? Elle vient de perdre sa sœur jumelle. Elle nous rejoindra plus tard. On accoste à Contamana. Descendez du bateau, je m'occupe des bagages. Un mototaxi nous attend au port. Judith descend du bateau et se fait tout de suite accoster par une vendeuse de rue en habit traditionnel de chaman. Ayahuasca, ayahuasca. Voulez-vous rencontrer la plante sacrée ? Je peux vous emmener dans mon village pour une cérémonie. Merci, mais j'ai déjà trouvé mes maestros. Je peux aussi vous proposer de l'ayahuasca à emporter. J'ai des grandes et des petites conserves. Maestro Roberto arrive. Judith n'achète pas ça. Il est très dangereux de pratiquer seul, sans maestro. Vous, les petits frères occidentaux, ne connaissez pas le langage de la terre comme nous. L'ayahuasca n'est pas une drogue récréative. C'est une médecine puissante qui ouvre des portes qui ne se refermeront jamais. L'apprenti a besoin d'un maître pour guider la liane en lui, sans esprit maléfique. Vous êtes contre le tourisme chamanique, maestro ? Aujourd'hui, certains de la communauté vendent de l'archipibo et brodent des robes sans connaître les Icaros qui les accompagnent. Ils recopient bêtement les dessins pour l'argent des touristes, mais sont déconnectés de leur signification profonde, et cela me rend triste. D'un autre côté, nos jeunes sont intrigués par votre intérêt pour notre culture. Ils n'étaient plus attirés que par le rêve américain, les voitures, aller à la ville et se connecter à Internet. Maintenant, ils veulent à nouveau apprendre. Du coup, je me dis que nos traditions ne se perdront peut-être pas. En tout cas, si tous les Occidentaux pouvaient rencontrer l'ayahuasca, le monde serait sans doute meilleur. La vendeuse tire la langue et fait une grimace de serpent. Maestro Roberto et Judith montent dans le mototaxi. Acte 4, scène 2. Juanita accueille Judith et lui fait visiter le centre d'ayahuasca Iborao. Tu peux choisir le tempo que tu veux. Soit un très isolé dans la forêt, là où Arnaud a passé un mois, soit un plus proche. Vous dormez où ? Juste là. Ok, je vais m'installer dans le tambo à côté alors. Voilà la maloca où vous ferez les cérémonies. Souhaites-tu qu'on t'apporte ton repas dans ton tambour ou veux-tu manger avec nous ? Je mange pas le soir, mais j'aimerais bien rester quand même avec vous. Judith pleure. Ça va ? Oui, je suis désolée, ma famille me manque. Et Maestra Celestina qui n'est pas là. Moi aussi, je pleure beaucoup ces derniers jours. Mon mari est parti à la ville, à chaque fois il me dit qu'il va rentrer, mais il ne revient pas. Il a sûrement rencontré une autre femme. Il m'a laissée seule dans le centre avec ma fille, Karine. Je dois m'occuper du manioc. Je me bats tout le temps avec les vaches qui veulent le manger. Maintenant, vous êtes arrivés et je suis soulagée. Il va y avoir à nouveau de l'animation. Je suis contente d'être dans un centre sans touristes. Mais je m'attendais pas à être si seule. L'isolement est précieux ici. Les jours de cérémonie, évite de te disperser dans la parole. Ne descends pas au village, ne lis pas ce que d'autres ont écrit, n'écoute pas de musique. La méditation t'aidera à éclaircir tes visions. Pas loin d'ici, la rivière d'eau volcanique rejoint la rivière d'eau froide. À l'endroit où les bras se rencontrent, l'eau te bercera.
Ce confluent possède des vertus curatives puissantes. Ma fille Karine peut y emmener. Le plancher est troué par ici. Est-ce que des animaux risquent d'y entrer? Viens, je vais te donner quelques planches, un marteau et des clous. Acte 4, scène 3. Quatrième cérémonie d'ayahuasca. La nuit tombe. Je suis dans la maloca du centre Iborao avec Maestro Roberto et le mototaxista. Enfin, en plein cœur de la forêt amazonienne, là où pousse cette plante, là où sont nés les chants indigènes. Avant de prendre l'ayahuasca, je peins à l'encre noire ces deux mots, blackout, recouvert de pluie. Pour la première fois, je n'ai pas de vision, mais j'entre en transe. Je suis surprise de cette nouvelle étape. Mon corps et mon souffle sont pris par des mouvements, des gestes que je ne comprends pas. La plante m'apprend à respirer, à bâiller sans fin. Je vis ces vagues de courants électriques comme des moments de grâce. Ils émergent d'une extrême pesanteur. Mes petits doigts s'activent pour se connecter au monde alentour et mes antennes se dressent. Je sens l'énergie de la forêt. Mes mains sont chargées, puissantes, comme si elles s'allumaient. Une voix me demande ce que je veux en faire. Je lui réponds « J'aimerais apprendre les gestes justes, avec un homme, un enfant, mes parents, prendre soin des autres. » Elle me dit que l'amour de ma grand-mère est le cadeau le plus précieux que j'ai reçu. Je me lave et me désaltère à cette source. Je me blottis dans ses bras. Je pense aussi à Mathieu et je pleure. Je ne sais pas si j'arriverai à lui pardonner et si nous serons prêts un jour. Acte 4, scène 4. La chamane, Karine et Judith sont dans le mototaxi plein à craquer. Ils sont chargés de fruits qu'ils mangent de leurs mains collantes. Venez sur mes genoux, Maestra Celestina. Mes petits-enfants étaient ravis d'aller à la piscine avec vous. Je vous montre les photos. Judith sort son appareil photo. On en fait une? 1, 2, 3. Ayahuasca! J'ai adoré rencontrer votre famille. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Nous étions une bonne quinzaine finalement. Chaque soir, il y avait de nouvelles moustiquaires. J'espère que je n'ai pas trop dérangé. La dernière cérémonie s'est bien passée? Oui, mais vous m'avez manqué. C'était une expérience très physique. Mes membres faisaient des gestes de guérison précis pour se pluguer à la nature. La voix de Maestro Roberto est puissante, mais j'ai aussi besoin d'une femme pour m'accompagner. Votre présence est importante pour moi. Je suis désolée que votre sœur jumelle soit décédée. Je ne pensais pas que vous viendrez si vite. Oui, je l'aimais beaucoup. Excusez-moi si je suis dans mes pensées. Karine, on te dépose à l'école? Le professeur ne veut plus que je chante en shipibo. Il dit que c'est la langue du diable. Acte 4, scène 5. Cinquième cérémonie d'ayahuasca. Je suis seule face à mes deux chamanes. Maestro Roberto fume la pipe à gauche et Maestra Celestina crache son mapacho dans une bassine à droite. Ils sont amants. Quand ils chantent, leurs voix s'entrelacent et respirent la sensualité. La cérémonie est viscérale. Même si ses 68 ans et les 6 heures de voyage en bateau l'ont fatiguée, Celestina peut me mener à ce que je suis venue me chercher. Mais mort. Elle a déjà commencé. Elle me fait voir des araignées, des mandibules, des pattes d'insectes. Une femme squelette sort de sa bouche et m'observe avec curiosité.
Elle a l'air plus étonnée que moi de me voir. Est-ce la sœur jumelle de Célestina? Elle me regarde longtemps, du haut de ses 1 mètre, puis s'en va. À mes côtés, il y a le petit squelette d'un enfant mort. Quelque chose de très sexuel s'empare de moi pendant le chant de Roberto. Mon anus et mon sexe se contractent et se détendent au rythme des ondulations du serpent. Quand je sens le besoin de souffler dans mes mains, je sais que la transe va me prendre et me métamorphoser en animal, dragon, cobra. La cadence s'accélère. Je ne suis plus sûre de pouvoir l'arrêter. Les maestros m'annoncent la fin de la cérémonie. Je me sens bizarre, sur le point de m'évanouir ou de repartir en transe. Ils m'accompagnent jusqu'à mon tombeau, mais j'ai l'impression de ne pas être totalement redescendue, d'avoir de la fièvre. Je n'arrive pas à dormir. Ma peau brûle des piqûres de milliers d'insectes. Malgré les recommandations de Juanita, j'écoute la musique de Mathieu et je m'agrippe à mon iPhone comme à une bouée de sauvetage. Qu'est-ce que je fous là, en pleine jungle? C'est trop fort, trop dangereux. Je veux être rapatriée d'urgence à Bruxelles. Je suis faible, exténuée, convalescente, dans une prison où tout le monde parle en chipibo. Je dois chier, mais je n'ose pas sortir. J'ai trop peur des bêtes. Je suis paranoïaque. J'entends des voix dans mon matelas. Je leur hurle de se taire. Acte 4, 7, 6. Judith est au village. Elle cherche du réseau pour téléphoner. Le philosophe, anthropologue, neurologue est à l'autre bout du fil. J'ai lu un livre incroyable. Il faut absolument que je te le prête. Ça s'appelle « Le serpent cosmique » de Jérémy Narby. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est un anthropologue? Oui, il explique sa théorie selon laquelle le serpent, vu lors des expériences sous ayahuasca, représente l'origine moléculaire. Et ce serpent, symbole de vie et de mort dans presque toutes les civilisations ancestrales, a justement la forme de l'ADN. On a retrouvé des fresques, des dessins datant de millénaires partout dans le monde. On y voit des formes dont l'aspect est similaire aux informations génétiques. Les visions sont des portes vers la connaissance. Elles nous informaient sur notre origine et notre constitution. Voilà pourquoi cet animal reviendrait tout le temps dans les hallucinations. L'ayahuasca donnerait accès à la réalité de la biologie moléculaire. Voilà pourquoi les chamans connaîtraient les propriétés de toutes les plantes. L'ayahuasca leur transmettrait le code. Peut-être que c'est faux. J'ai lu une critique assez cinglante dessus. Mais sa théorie est incroyable. C'est un trip ce bouquin. Faut que tu le lises en tout cas. Tu m'en as donné envie. J'ai acheté des bottes en caoutchouc, une moustiquaire et un hamac, mais j'ai pas pris assez de pull. Je pensais pas qu'il ferait aussi froid. Je comprends rien. Il faisait 30 degrés hier. C'est la première fois que je vois des chamans en jogging. Tu arrives le seul moment de l'année où il y a ce phénomène météorologique rare de vent glacial en Amazonie. Ils viennent tout droit du pôle Nord. La conversation commence à saturer et bug. Les cérémonies se passent bien, mais j'ai eu un bad trip hier après la dernière. Je crois qu'ils l'ont un peu écourté pour aller se coucher. Pour faire quoi? Pour aller se coucher. Se doucher? Pour se coucher. Pour faire l'amour, quoi. J'étais pas encore redescendue et ils m'ont laissée toute seule. Ah oui. Nous passions toujours la fin de la nuit entre participants. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dense. Au début, des gestes s'emparaient de moi et maintenant, il y a tout mon corps qui se transforme en animal. Je rugis, je tape le sol du pied comme un lapin, mes bras s'ouvrent en col raide de cobra, je siffle le son de l'aigle ou aspire celui du serpent. Mes doigts deviennent des griffes de tigre. J'ai demandé à Maestro Roberto si c'était normal et il m'a encore répondu « La plante te veut du bien ». Ça t'est déjà arrivé, toi? T'es là? Allô? Arnaud? Allô? Acte 4, scène 7. 6e cérémonie d'ayahuasca. Toutes sortes d'insectes et de monstres flottent dans l'air. Maestra Celestina me demande plusieurs fois si ça va. Je mets longtemps avant de lui répondre. Les visions sont obscures, menaçantes. Des visages pointus, des serpents dentus, et ma peau qui brûle à nouveau. Quelque chose me picore l'épaule. Un tas grouillant de vipères me mordit et cherche à entrer en moi. Je doute. Pour la première fois, je me demande si le serpent est mon ami,
si je peux me laisser manger par lui. Je ne sais plus si je lui fais confiance, si cette énergie n'est pas maléfique. Je dis non. Et la vision disparaît. Pendant le reste de la nuit, je n'ai plus d'hallucinations. Ce sont des portes qu'on ouvre et qu'on ne pourra plus jamais refermer. Et si je restais coincée dans cet état? Ça me désole de ne plus avoir l'expérience magnifique et mystique du début. Est-ce que je suis déçue? Et pourtant, je suis venue affronter aussi mes faiblesses, mes démons jusque dans cette jungle. Est-ce que je reprendrai de l'ayahuasca demain? Je la redoute un peu. J'ai l'impression que la plante m'a lâché la main, me laissant seule avec mes questions et mes peurs de petite fille. Ma tristesse est profonde, impalpable, obscure, floue. Elle est là et gonfle mon ventre, comme pendant l'avortement. J'ai envie de me protéger, de marcher jusqu'à la rivière volcanique et d'y mêler mes larmes. Mon cœur, ma fatigue, ma culpabilité, je veux les déposer dans la forêt, digérer les secrets de la plante. Acte 4, scène 8. Judith et Karine ont marché dans la forêt et se sont installées pour la nuit dans des hamacs. Elles sont au premier étage d'une construction en bois, ouverte sur le confluent des deux rivières. Les crapauds croassent et les chauves-souris volent à l'aveugle. Karine raconte à Judith le mythe de création Muisca. Après que la grand-mère eut créé le temps, le monde et l'alternance des saisons, elle demande à la mère Batchoué de choisir un compagnon parmi tous les êtres vivants afin de créer la race humaine, gardienne des traditions. Batchoué choisit comme époux Sué, le perroquet, qu'elle endort par des berceuses de nouveau-nés. Elle lui administre ensuite la fleur du puissant borrachero et le fait entrer dans le rêve de sa transformation chamanique. Par son chant, elle le sculpte à l'image de l'épi de maïs et contemple à son réveil l'enfant qu'elle a dans les bras. Le petit garçon devient en quelques jours un beau jeune homme avec lequel elle s'accouple. À leurs enfants, ils enseignent les sacrifices, les offrandes et les chants pour que le monde reste en équilibre. Ils voyagent en laissant partout des enfants à qui ils enseignent les rites au soleil et à la lune, au feu, à la terre, à l'air et à l'eau. Ils sont déjà vieux et fatigués quand ils arrivent de l'autre côté de la grande eau et n'ont plus le courage d'apprendre à leur descendance. C'est pour cela qu'il y a eu des peuples qui parlent d'autres langues et qui ont d'autres coutumes. Eux aussi sont nos frères, jusqu'aux féroces espagnols qui ont pour unique dieu l'or et viennent le voler dans nos rivières. Quand ils veulent rentrer chez eux, Batchoué et Siwé retournent à la lagune d'Iguaque sous la forme de guérisseurs. En touchant l'eau, ils reprennent leur véritable aspect et se transforment en 2 serpents pour veiller sur le monde. Judith, tu dors? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai froid. J'étais impressionnée que tu te déshabilles et te déchausses pour entrer dans la jungle alors que moi, je me suis couverte de la tête aux pieds. Tu n'as apporté que ta robe avec toi? C'est la première fois que je dors sans ma mère. Tiens, prends mon pull et mes chaussettes. Un peu plus tard, Judith, j'ai encore froid. Viens avec moi dans mon hamac. 1 heure plus tard, après avoir beaucoup gesticulé, Bon, Karine, je crois qu'on va jamais réussir à dormir comme ça. Pendons la moustiquaire à ton hamac et posons le mien sur le sol pour nous allonger dessus. Judith et Karine s'installent et s'endorment enfin. Au bout d'1 heure, Judith se réveille en sursaut. Elle a une énorme araignée sur la bouche. Elle s'en débarrasse d'un geste brusque, mais ne peut plus se rendormir. Elle sort dans la nuit et part marcher seule dans la forêt. Elle observe les lumières phosphorescentes des plantes et des insectes inconnus, puis se baigne dans la rivière volcanique. Vi una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu
Yo vi una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, 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 luna llena. Tous les animaux passent par mon corps. Terre fertile, pleine d'eau et de cascades. Une araignée dans la bouche. Je n'ai plus peur de la mort. Laisse-toi dévorer par la forêt. Je veux qu'elle m'incorpore. Sa voix forte, tranchante, dissonante. Longue marche dans la nuit. Corps de pieuvre des anciens, texture fripée et veloutée. La douleur, le plaisir, la laideur, la beauté identiques. Une émotion monte en moi et le lit de la rivière déborde. Je pleure de n'avoir pas su le faire, de n'avoir pas su recevoir cet enfant que la vie m'offrait. Tout va bien. Me dit la plante. Regarde tes ancêtres, ils sont là. Tu ne les sens pas? Et ton petit Pierrot avec sa larme noire, il est avec eux. Ce sont des larmes de joie. Petite mochila que j'ai tissée. Mettre les secrets dedans pour ne pas les oublier à la surface. J'ai confiance. Blottie dans les bras de ma mère, les bras de la rivière, ma mère, la terre. Tout vient d'elle, tout est sacré. Je n'ai besoin de rien. Ce que je suis venue chercher se trouve à l'intérieur de moi. Chérir les mots, dire des jolies choses. Dans mon cœur, la joie, beaucoup d'air et de chaleur. Écoute, le jaguar, lapin, gibier, oiseau, voie lactée, dans ma peau, scorpion, poussière d'étoiles, plantes et lianes. Chair du monde, tissu vivant. Mon cœur sait maintenant. Mon corps se souvient. Il connaît le chemin. Merci.